soir. Nous voilà de retour après une petite trêve hivernale, après les vacances de Hanouka, les vacances de Noël pour ceux qui ont fêté Noël, les vacances de fin d'année pour ceux qui ne fêtent ni l'un ni l'autre. Nous voilà de retour sur Tandem 2.0 ce soir avec un invité prestigieux. Nous avons la chance et l'honneur ce soir de recevoir Monsieur Franck Melloul. Bonsoir Monsieur Bonsoir. Melloul, comment allez-vous? Bien, très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir. Merci d'être là. Et puis voilà, pour la première de l'année 2020. Gina, bonne année. Bonne année. À vous. Bonne à vos année, bonne téléspectateurs. santé à nos téléspectateurs. Merveilleux, ouais. Bonsoir Johan. Salut. Johan, alors Johan, tu vas m'accompagner ce soir dans cette première de l'année également de Tandem. Ouais. Et puis tu vas nous faire nous régaler ce soir. Tu nous racontes ça, tu Ouais, nous gardes bah, la surprise pour la fin de l'émission. On gardera la surprise, On on garde- aura une petite assiette parvée. Ça va Bon. changer, c'est toujours bassari ou khalavi. Pour une fois, on sera parvé. On sera parvé, Voilà. super. Comme il fait assez froid en ce moment, On bah, sera ni-ni. On fera un truc frais. Voilà, D'accord. pour rester sur la Ah, table. c'est bien. Tu nous réchauffes pas. Tu nous Oui. réchauffes le cœur, mais tu ne nous réchauffes pas les papilles. l'assiette et les papilles. Mais tout de suite, on va s'intéresser donc à Franck Melloul. Bon, Franck, on va se dire Franck, je vais C'est pas à mieux, chaque ouais. fois dire Franck Melloul, ça va faire un peu. Donc, patron d'I24, comme je l'ai dit, 46 ans, originaire de Suisse, né à Fribourg, c'est ça. Donc, vous avez, tout le monde vous connaît, donc, comme je le disais, comme le patron de la chaîne d'info internationale I24. Mais ce soir, nous, on aimerait donc s'intéresser, comme je le disais, à votre parcours, danse intense, qui débute au début des années 2000, dans les cabinets ministériels français. Vous allez nous parler un peu de tout ça. Vous avez continué ensuite dans l'audiovisuel français à l'international, à l'étranger, avec la chaîne France 24. On va en parler aussi un petit peu. Et il y a presque 7 ans, donc ce parcours vous a amené ici en Israël, avec i24 News. On va aussi, donc vous êtes le créateur en fait, chaîne d'info du groupe Altis, qui appartient donc au groupe privé de Patrick Drahi. Et donc vous êtes donc le fondateur de cette chaîne. Alors, on va Parfait, parcourir. vous avez tout dit. J'ai déjà tout dit, non mais vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans les détails. On va parcourir bien sûr toutes ces étapes de votre vie, mais pour commencer, Franck, j'aimerais que vous nous racontiez votre toute première expérience dans l'audiovisuel en Suisse. Vous voyez de quoi je parle? Vous étiez jeune, vous étiez beau, c'était il y a longtemps. Vous présentiez une... Enfin, pas tant que ça, remarque, pas tant que ça, une Il vingtaine était beau ou d'années. qu'il était jeune? Il est toujours beau. Ah, d'accord. Vous étiez, c'est pour ça. On est un petit peu moins jeune, mais on n'est pas encore complètement des vieux croutons. Non, je... Et puis, vous faisiez donc vos premiers pas sur les ondes FM suisses avec Acidule FM, m'a-t-on dit. Donc, j'ai eu Bien joué. des infos de quelques-uns de nos amis suisses qui vous connaissent un petit peu. Et racontez-nous Acidule FM. Acidule FM, effectivement, c'était une initiative de jeunes de la communauté juive de Lausanne de pouvoir permettre d'avoir un rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité, à l'époque déjà israélienne, sur l'activité du monde juif et d'amener aussi un autre regard parce qu'il y avait cette radio, qui était une radio communautaire suisse, où plusieurs communautés avaient la possibilité d'exprimer sur leur actualité et de connecter avec leur pays. Et on a réussi à avoir un créneau, c'était le dimanche après-midi. Donc c'était une radio en fait générale. C'est Général- pas une radio juive et vous Non, aviez pas un du tout, créneau pas du pour la tout. communauté. C'était une heure pour la la communauté. C'était très drôle parce que c'est une heure qui succédait à des Sri Lankais. Donc après le tamoul, vous aviez une émission qui s'appelait Kol la Shalom. Après, cette radio a été rachetée par Nostalgie. Ah oui. Et donc, j'ai réussi à obtenir de continuer cette émission sur Radio Nostalgie. Et là, on a pu dépasser la frontière lausannoise et arriver sur Genève et pouvoir aussi avoir là, avec une activité communautaire beaucoup plus dense, beaucoup plus intense, mettre en avant ce qui se passait dans le monde juif et aussi en Israël. Et ce qui est très drôle, parce qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, c'est qu'à l'époque, j'étais en contact avec
une personne, c'est vrai que j'étais très jeune, pour pouvoir avoir des flash infos faits en Israël. Et ces flash infos étaient faits par ce qu'on appelait à l'époque Call Israël. Oui. Et la personne que j'avais en contact était une personne qui s'appelle Maurice Ifergrand et qui est devenu aujourd'hui un de mes journalistes sur I-24 News. I-24 News. Bon, extraordinaire. Et ça a duré combien de temps Ça a duré cette le aventure, temps que je termine mes études, donc ça a duré 3-4 ans. D'accord. Et c'est pendant ces années-là que vous avez organisé, pas organisé, mais participé aux 50 ans de l'État d'Israël. Bien informé, je vois ça. En Suisse. Absolument. À Genève, c'était à Genève, ça ? Pendant ces temps-là que je effectivement participé à l'organisation de plusieurs événements et à la présentation aussi de plusieurs événements, puisque animateur radio, en marge de mes études, parce que pour moi à la maison c'était important que je termine mes études, et que j'ai participé aux 50 ans à Genève pour participer aux 70 ans en Israël. Waouh, extraordinaire. Donc aux 70 ans avec I-24 News. Avec I-24 News. Et alors oui, ils ont eu raison de vous pousser un petit peu à finir vos études quand même, vos parents, parce que ce sont des études en relations internationales à Genève et à Paris que vous suivez avec un cycle d'enseignement diplomatique. Je lis parce que j'ai peur de me tromper, un cycle d'enseignement diplomatique supérieur. Et donc, comme je le disais, c'est en France que votre parcours professionnel va commencer. Au ministère des Affaires étrangères d'abord, comme chargé de mission. Puis en 2002, vous êtes nommé conseiller chargé de la communication et des relations avec la presse au cabinet de la ministre des Affaires européennes de l'époque, Noël Lenoir. Et en 2003, retour au Quai d'Orsay, normalement, si je ne me trompe pas, comme adjoint du porte-parole. C'est ça ? J'ai lu ça, moi aussi. Adjoint du porte-parole au Quai d'Orsay, 2003. Ouais, vous avez bossé là-bas longtemps ? J'ai bossé... alors, l'histoire est un peu plus complexe que ça. J'imagine. Parce que rien ne se fait de façon... quand on suit son destin, on suit le vent. Et effectivement, mon rêve d'enfant était de devenir diplomate. Sans vouloir froisser nos téléspectateurs suisses, être diplomate d'un pays qui est membre de rien, c'est pas très excitant. Donc j'avais la double nationalité et j'ai décidé de finir mes études en France. Et effectivement, quand j'ai terminé mon master de diplomatie et de négociation internationale, j'ai obtenu un prix dans ce master et ce prix me donnait le droit à un stage au Quai d'Orsay. Donc j'arrive au Quai d'Orsay et là aussi, je ne sais pas s'il y a des hasards ou pas, c'est à vous de juger, je me retrouve dans le bureau des directeurs des affaires stratégiques qui, à l'époque, s'appelait Gérard Haraud, qui va devenir ensuite l'ambassadeur de France en Israël. Et il n'y a pas de hasard. J'arrive dans son bureau et il me dit « Vous n'êtes pas énarque ?» Non. « Vous n'avez pas passé les concours ?» Ben non. « Vous avez un cursus atypique pour un diplomate français, pour quelqu'un qui veut faire carrière dans la diplomatie ?» Oui. Et vous avez fait un mémoire sur le Proche-Orient et Israël. Et là, j'ai compris que mes chances l'entonnoir étaient de se réduire. Se resserrer. Et il a cette phrase extraordinaire où il me dit « Nous ne serons pas trop de deux pour défendre cette démocratie face à la rue arabe qui sévit au sein du Quai d'Orsay. » Et là, il me propulse dans la sous-direction des affaires stratégiques comme stagiaire sur la défense européenne auprès d'une dame qui s'appelle Salomé Zourabichvili, qui était à l'époque sous-directrice des affaires étrangères, sous-directrice des affaires stratégiques, pardon, et qui est devenue la présidente de la Géorgie aujourd'hui. Et cette dame me dit, écoutez, à vous de faire vos preuves. Si vous êtes capable de montrer que vous savez gérer ce dossier, je me battrai pour que vous intégriez le Quai d'Orsay. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai été appelé au cabinet des affaires européennes, auprès de Noël Lenoir. J'y ai passé 1 an, et au bout d'1 an, on m'a appelé à occuper d'autres fonctions, comme porte-parole adjoint du Quai d'Orsay. Et là, c'est très drôle, puisque un juif qui a eu quelques activités, comme vous avez évoqué tout à l'heure, se retrouve à briefer la presse arabe, puisque j'avais en charge, parmi les dossiers de mon portefeuille, les affaires stratégiques, les Nations Unies et le Proche et le Moyen-Orient.
et le terrorisme. C'est ce que je me disais. Je me disais, mais à cette époque, moi, je me rappelle que le Quai d'Orsay, c'est pas quelque chose qui est forcément pro-Israël. Ni à cette époque, ni à aucune époque. Non, mais surtout à cette époque-là où ça chauffait quand même un petit peu. C'était l'intifada, oui. Voilà, et je me disais, bosser là-bas, en plus en tant qu'adjoint au porte-parole, ça doit pas être facile. Est-ce que du coup, il faut s'écraser? Est-ce qu'il faut passer des messages en sous-main? Pas du tout. Au contraire, je pense que c'était une opportunité de pouvoir passer la globalité du message. On en reparlera avec I24. Oui, oui. Tout est question de global picture, comme disent les Américains, d'avoir une vision générale des choses. Quand vous avez un langage, vous êtes porte-parole, vous avez dans votre classeur un langage qui correspond à chacune des questions. Et dans un langage, vous en avez pour tout le monde. Vous avez une partie qui rappelle ce que la France souhaite à propos de la création d'un État palestinien, mais vous avez aussi une partie qui rappelle le soutien de la France à la légitimité d'Israël et au droit à la sécurité d'Israël. Donc vous avez des porte-paroles qui considèrent que la première partie est plus importante que la deuxième. Vous avez des porte-paroles qui considèrent que la deuxième partie est plus importante que la première. Je doute qu'on en trouve beaucoup. Ouais. Et moi, j'ai essayé d'adopter une posture beaucoup plus large qui est de dire je vous donne l'intégralité du message. Et là, effectivement, personne ne pouvait m'attaquer parce que je délivrais la globalité du message. Et tout le monde connaissait ma religion, aussi bien les journalistes arabes avec qui je sympathisais et qui venaient plus vers moi que vers d'autres parce qu'ils savaient qu'il y avait une certaine authenticité. C'est votre côté suisse, c'est ça? Certainement. Ouais. Une authenticité dans le message qu'on développait. Et puis, un jour, est arrivée une mission qui, je pense, a changé ma carrière, puisque un soir, le porte-parole du Quai d'Orsay me dit que le lendemain, je ferai partie d'une mission à Téhéran pour accompagner le ministre, qui à l'époque, que je ne connaissais pas, Dominique de Villepin, avec le ministre des Affaires étrangères anglais, Jack Straw, et le ministre des Affaires étrangères allemand, Joschka Fischer. J'ai dit à tout le monde que je partais à Téhéran, sauf à ma mère. Et on prend l'avion très tôt pour une mission bien précise et qui est à l'époque de rencontrer un homme et de convaincre un homme qui est le ministre des Affaires nucléaires. Mais cet homme-là, en 2003, s'appelle Rouhani. Donc le président du 24 a rencontré le président de l'Iran. Mais là, on est juste au moment de Ben Laden. On est à une période charnière, la mission s'est très mal passée. D'accord. Le ministre de l'époque était surpris qu'on envoie un petit jeune pour gérer la communication. J'ai fait ce que j'ai pu. Et dans l'avion du retour, il m'a dit que le travail avait été remarquable et qu'il s'en souviendrait. Plus de nouvelles. De Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères. On se croisait dans les corridors du Quai d'Orsay, très poliment et très respectueusement. Et un jour, je reçois un coup de fil me disant que le ministre me demande de le rejoindre dans son futur cabinet. À Matignon. Ah non, à la place Beauvau. Ah oui, oui, bien sûr. Au ministère de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur d'abord. Vous imaginez un Suisse qui débarque à la place Beauvau, ne connaissant absolument pas les numéros des départements français. Je leur dis, mais attendez, il y a une erreur de casting monumentale. Ce n'est pas du tout mon profil. Et on m'explique que la mission de Villepin, à ce moment-là, au ministère de l'Intérieur, n'est non pas d'aller faire de la pure politique intérieure, mais nous sommes au lendemain des attentats de Madrid. C'est la première fois qu'Al-Qaïda frappe l'Europe. Et la mission de Villepin, à ce moment-là, était de mettre en place un système de lutte contre l'islamisme radical. Et une des premières mesures qu'il avait prises, c'était d'expulser les imams qui étaient en France pour prêcher la haine et le terrorisme. Je vois cette photo-là. Oui. Ça me fait très drôle de voir cette photo. Alors, cette photo est déjà dans l'étape suivante. On est toujours dans l'étape du ministère de l'Intérieur. J'annonce au ministre, à ce moment-là, qu'un attentat vient d'avoir lieu à Londres. C'est ce que représente... C'est l'attentat du métro, à l'époque du métro de Londres. Absolument. Donc on est dans une période de terrorisme intense avec Al-Qaïda, d'où la volonté du ministre de l'époque de s'entourer de gens avec une dimension internationale, une connaissance des affaires stratégiques
et donc de l'aider à préparer sa communication sur ces questions-là. Ça s'est bien passé, et donc il m'a demandé de le suivre à Matignon. À Matignon par la suite. Et c'est rigolo parce que tout ce que vous racontez là, on a l'impression que, en fait, aujourd'hui, on est en 2020, ça fait rien n'a bougé. Absolument. Absolument. Il n'y a que rien. moi qui ai bougé. Il n'y a que vous qui avez bougé. Vous avez peut-être fait les bons choix, vous êtes venu en Israël. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours dans la même problématique. Vous parliez tout à l'heure d'imams qui avaient été expulsés. Ben, on attend toujours qu'ils en expulsent certains parce qu'ils les ont fait venir par la suite. Ils en ont fait revenir d'autres, peut-être encore des pires. Il y avait une formation à la française, je me rappelle de Sarkozy qui disait ça, on veut des imams à la française. Alors, Oui, oui, c'est original. tu sais quoi, il l'aurait peut-être écouté. Des imams jambon beurre, tu sais, à la française. Non, mais on n'en serait peut-être pas là, parce que voilà, il voulait en tout cas, maladroitement, avec toutes les erreurs qu'il a faites, mais en tout cas, oui, essayer de structurer un petit peu l'islam de France. On n'en est toujours pas là. Mais donc là, vous arrivez donc à Matignon, vous êtes vraiment là dans les hautes sphères du pouvoir français. Et c'est vraiment cette période qui m'intéresse moi beaucoup parce que c'est une période où on est donc en 2004, 2005. D'abord, il y a eu 2004, l'intifada en Israël, donc Jacques Chirac, président de la France, Ariel Sharon, Premier ministre d'Israël. Il y a une intifada, beaucoup de violence en Israël, beaucoup d'attentats. En France, de par la tension qu'il y a ici dans ce pays, l'antisémitisme augmente beaucoup. Et on a en 2004 un Ariel Sharon qui est censé venir faire une visite officielle à Paris et qui fait un discours devant des Français ici en Israël où il appelle les Juifs de France à faire leur alia. Grosse crise diplomatique entre les deux pays. La visite d'Ariel Sharon est annulée à ce moment-là. Et puis, on va avoir un an comme ça de tensions très fortes entre les deux pays. Donc là, on a Villepin, Premier ministre, Jacques Chirac, président, Ariel Sharon. Et puis en 2005, enfin, on a entre-temps la mort d'Arafat en novembre 2011, en novembre 2004, ça aide peut-être. Et puis en 2005, Ariel Sharon qui décide donc le retrait unilatéral de Gaza, revient un petit peu en odeur de sainteté en France qui voit peut-être de la bonne volonté de sa part. Et en tout cas, en juillet 2005, visite officielle d'Ariel Sharon à Paris. Donc vous êtes toujours avec Dominique de Villepin à Matignon. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu, vous, de l'intérieur, comment ça a été vécu, vous, Franck Melloul, juif, avec toute cette identité qu'on a compris importante pour vous. Comment ça a été vécu toute cette période de l'intérieur ? Je ne sais pas comment vous avez préparé cette émission, mais je vous félicite. Merci. Parce que vous mettez le doigt sur des moments très précis de ma vie. Merci. Villepin arrive à Matignon en 2005, pas en 2004. Oui. La photo que vous avez là, si vous venez dans mon bureau, et je vous invite à venir, vous avez la même photo avec Ariel Sharon et Dominique de Villepin. Si cette photo est dans mon bureau, c'est qu'elle a un sens. Quand nous arrivons à Matignon, il est de coutume en France que la première année du Premier ministre, il participe aux cérémonies du Veldiv. Et cette année-là, Dominique de Villepin, pour la première fois, fait un discours en tant que Premier ministre devant les officiels communautaires juifs et aussi devant les résistants et les derniers survivants de la Shoah. Au milieu de son discours, il éclate en sanglots. Je pensais, moi-même, suivant le discours, qu'il avait oublié une page, parce qu'il y a un temps mort. Quand je lève la tête, je vois le Premier ministre français qui éclate en sanglots. La cérémonie se termine, c'est grâce aux applaudissements de l'assistance qu'il arrive à reprendre son discours. Et le soir, je reçois un coup de fil de l'ambassade d'Israël. Je ne suis pas censé recevoir de coup de fil de l'ambassade d'Israël quand je suis conseiller à Matignon, sauf si je fais partie de la cellule diplomatique
ce qui n'est pas le cas. C'est un protocole, c'est ça? Il y a un certain protocole. Le porte-parole de l'ambassade d'Israël me dit « Franck, on a besoin de ton aide. » Ok, en quoi je peux vous aider? On a entendu le discours du Premier ministre aujourd'hui. On a été très sensible à sa posture, à ses mots, à sa sincérité. Mais dans quelques semaines, Ariel Sharon va se rendre à Paris. C'est cette fameuse visite de juillet 2005 que vous faites allusion. Et le président Chirac refuse de le recevoir avec les honneurs qu'il se doit à un chef de gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et là, on me dit, tu dois intervenir auprès du Premier ministre pour faire en sorte que cette visite se passe de façon normale, puisque nous sommes à un moment clé et stratégique pour Israël, puisque nous sommes à la veille du retrait de Gaza, que vous avez également mentionné. Je me dis, ok, je vais voir ce que je peux faire. Enfin, moi, je n'avais pas misé gros sur cette affaire. Le lendemain, le Premier ministre doit se rendre à Mantes-la-Jolie, 40 minutes de voiture. Donc, vous savez comment ça fonctionne, le Premier ministre est dans sa voiture, les conseillers sont dans le cortège derrière, et puis tout d'un coup, la voiture s'arrête. Et l'officier de sécurité descend et ouvre notre portière et dit « Franck, le Premier ministre te demande, il veut faire le trajet avec toi. » Je dis « Mais il y a 40 minutes. » Il te demande. Ok. J'arrive dans la voiture du Premier ministre, truc d'usage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous lui donnez les premières dépêches, les retombées presse, les réactions politiques des uns et des autres, comment traiter son agenda, les questions que vous avez vous-même à lui poser pour les interviews, les machins qu'il doit faire. Et puis on arrive à un moment donné, milieu de chemin, où il est totalement relax. Et il a cette phrase en me disant « Alors Francky, dites-moi, est-ce que hier, je n'ai pas été trop loin en me laissant aller à ce discours pour lever le niveau ?» Je dis « Qu'est-ce que vous entendez par aller trop loin ?» Il dit « J'ai honte d'avoir éclaté en sanglots devant des gens qui ont survécu à la Shoah. » Et je lui réponds, très honnêtement, je pense que les larmes du Premier ministre de la France valent toutes les plaques commémoratives. Il dit « Bon, alors si vous le prenez comme ça… » Je dis « Mais j'ai un problème. Il y a un truc qui n'est pas clair. Vous avez un discours et vous avez montré hier à la communauté juive de France votre sensibilité par rapport à la Shoah, et elle est sincère et tout le monde l'a compris comme tel. Mais la relation avec Israël est complexe. Et là, vous avez une opportunité dans quelques jours de rectifier le tir. Ah bon quoi? Je dis, vous avez la visite de Sharon. Et alors là, j'ai dit un gros mot. Sharon, vous n'y pensez pas. Sabra et Shatila, le credo que vous connaissez habituel. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le Premier ministre, quand j'ai commencé mon action auprès de vous, je vous ai demandé quels sont les 2 mots qui caractérisent votre politique. Quels sont les 2 mots-clés pour pouvoir briefer les journalistes? Vous m'avez dit courage et audace. Sharon est l'homme le plus visé au monde. Il a le courage de se retirer de Gaza. Il a eu l'audace de rompre avec le grand Israël dans un discours fameux à l'université d'Herzliya, si ma mémoire est bonne. Donc, si ce n'est pas du courage et de l'audace, j'ai rien compris à ce que vous m'avez dit, et donc, je crois que je ne suis pas un bon porte-parole pour vous. Et là, il me dit, vous voulez quoi? Je veux simplement qu'il ait exactement ce que les autres chefs d'État ont. Il aurait pu aller voir Bush, il a choisi de venir voir le président Chirac, c'est que la bénédiction de la France est tout aussi importante que la bénédiction américaine. Et Chirac doit le prendre comme tel. Oui, mais c'est une action unilatérale. Toute action qui mène vers la paix doit être accompagnée par la France. Et là arrive un truc que je ne pensais pas possible, c'est qu'il appelle le président dans la voiture. Il reste 15 minutes jusqu'à… Ah oui. Et il appelle le président, il lui dit « J'ai vu dans l'agenda que Sharon venait ». Il lui répète mot pour mot ce que je lui ai dit. Il décide d'organiser un dîner républicain à Matignon en l'honneur de Sharon. Et à ce moment-là, Chirac dit « Ok, je le recevrai, je l'accompagnerai sur le perron ». Sharon vient.
Ils ont un entretien qui est extraordinaire. D'ailleurs, vous voyez, quand ils l'accompagnent sur le perron, c'est suite à ça. Et pourquoi l'entretien s'est extrêmement bien passé? Parce qu'à aucun moment, ils n'ont évoqué la question de Gaza. Ils n'ont parlé que des vaches de Corrèze et des ranchs Et des ranchs de Sharon. Arrive Sharon à Matignon. Et là, il y a un dîner qui se passe de façon extraordinaire où le Premier ministre lui dit je vous ai étudié quand j'étais jeune diplomate, puisque mon premier poste était à Washington pour analyser la lutte contre le terrorisme palestinien. Et j'ai étudié vos stratégies de guerre. Je souhaite que mes enfants étudient votre stratégie de paix. Et là, Sharon lui répond, quelques mois avant de tomber dans son coma, tous les Shabbats, je pense aux enfants qui sont au front, qui ne sont pas chez eux, je fais le vœu ce soir que je passe un Shabbat où tous les enfants d'Israël seront auprès de leur famille. Une grande émotion, comme vous pouvez imaginer. Arrive la fin de ce dîner, et un monsieur vient vers moi, il se présente, il me dit « Je suis Ilan Cohen, je suis le directeur de cabinet de Arik Sharon. Il aimerait vous dire 2 mots. » Sharon arrive vers moi, il me tape sur le... J'ai encore mal. Sur l'épaule. Sur l'épaule, et il me dit « Matao Sepo. Pourquoi tu es en France et tu n'es pas en Israël ?» Je lui ai dit « Je suis en France parce que je suis diplomate français, je suis français, je travaille pour la France, et je le vois insistant. » Donc je termine par lui dire que je viendrai quand les billets là seront moins chers. Il m'a dit que lui-même ne pouvait rien faire là-dessus. Et puis tout d'un coup, il me dit « Vous viendrez un jour en Israël. Je sais que vous viendrez un jour en Israël et vous construirez quelque chose de grand en Israël. » Extraordinaire. Tout le monde s'en va. On se recroise à New York à l'Assemblée Générale quelques semaines après. Les 2 hommes se croisent, se saluent, sympathisent. Et puis... on y reviendra, j'arrive en Israël, mais pour boucler la boucle, je vois à ce moment-là, je donne une interview Yediot Aharonot, où je dis que j'annonce que je vais créer une chaîne d'information internationale, avec le soutien de Patrick Drahi. Et à ce moment-là, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui me dit « Bonjour, je m'appelle Ilan Cohen ». Alors maintenant, vous savez que vous vivez en Israël, Ilan Cohen, il y en a, c'est Dupont. Patrick Dupont. Et je ne remets pas tout de suite, il me dit vous vous souvenez pas, j'étais le chief of staff de Arik Sharon. Ah, je dis si, il m'a dit vous vous souvenez ce qu'il vous a dit? Moi, je m'en souviens. Et ce matin, je lis votre interview et vous êtes là. Sharon était encore en vie, entre guillemets, et il me dit je vais le visiter à l'hôpital ce soir, je lui dirai qu'encore une de ses prophéties s'est réalisée. Et vous savez quel a été le premier breaking news d'i24 News? La mort d'Arik Sharon. Donc voilà, c'est pour ça que sa photo, c'est pour ça que cette photo est très émouvante de l'avoir ce soir. Non, mais c'est très émouvant. Et puis tout ce que vous venez de nous raconter là est très émouvant. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Et puis la vie, c'est toujours mieux que nous. Pour répondre à votre question, quand on assume qui on est, oui. Quand on assume ses idées et qu'on est là pour faire avancer les choses et qu'on communique de façon transparente, on peut faire avancer les choses. Mais c'est très particulier ce que vous nous racontez ce soir parce que communauté juive, moi, en tant que franco-israélienne, ayant vécu la moitié de ma vie ici, la moitié de ma vie là-bas, ayant vécu ces années-là jusqu'en 2005, donc les années Villepin, à Paris, je peux vous dire que ce n'est pas l'image qu'on a de Dominique de Villepin dans la communauté juive. Dominique de Villepin, c'est un antisioniste. C'est pas un ami d'Israël en tout cas, quand on ne l'a pas de l'intérieur comme vous avez pu l'avoir. Et je ne me souvenais pas de ce discours où il éclate en sanglots. Tout est perception. Son premier discours, sa première visite, a été en tant que ministre des Affaires étrangères. Je n'y étais pas à l'époque. J'étais dans les services, comme on dit. Sa première visite a été en Israël. Discours célèbre du King David. C'est vrai. L'Institut français que vous voyez à Tel Aviv, c'est issu du groupe de haut niveau Yehuda Lankri et le professeur Kayat, où ils ont mis en place un certain nombre de choses. Donc la réconciliation franco-israélienne, elle est partie des années Villepin. Alors après, d'autres ont surfé sur la vague. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai qu'un des handicaps de Villepin est de ne pas avoir été un élu. Donc il n'a pas sa communauté pour témoigner de son action. Maintenant, je vous le dis très clairement,
il y a des moments, il déconne complètement. Quand même. Évidemment, je l'ai entendu, moi aussi, j'étais en France, j'écoutais la radio, il discutait justement du Moyen-Orient. Ah, c'est vrai, il parle encore. Je faisais des sauts. Hein. Il est dans une posture, il est dans sa posture, il a parfois des arguments qui sont, quand on discute et qu'on va en profondeur, qui ont du sens, qui méritent aussi d'être entendus, mais des fois il dit des conneries. Et je lui dis. Vous êtes encore en contact. On se voit de temps en temps, et je lui dis, il regarde d'ailleurs A24 News, je lui dis qu'il devrait la regarder plus souvent, ça lui permettrait de se remettre un peu à Mais c'est vrai que niveau. Quelle influence a Dominique de Villepin aujourd'hui? Mais on ne sait jamais, vous savez, Oui, c'est bien pas les sûr, gens bien qu'on voit sûr, devant les bien sûr, caméras qui bien ont sûr. plus d'influence. Oui, peut-être. Mais néanmoins, quand vous êtes à un moment T auprès d'un décideur, encore une fois, si vous assumez qui vous êtes, vous avez les moyens de faire avancer, les et choses. de faire bouger les Ouais. lignes. Ben, vous en êtes vraiment un exemple vivant. On appelle les hommes de l'ombre. Les hommes, exactement, les hommes de l'ombre. Et puis, ensuite, voilà, 2007. Il y a eu entre 2005 et 2007 cette bagarre Sarko-Villepin. C'est Sarko qui devient président de la République. Ça aussi, le destin, parce que peut-être que si ça avait été le contraire, que si Villepin n'avait pas eu tous ces déboires, etc., peut-être que vous auriez continué votre route avec lui, mais vous deviez arriver ici. Donc il fallait bien que tout se mette en place. Donc après, élection de Sarkozy, vous êtes directeur de la stratégie AEF. Donc après, on me demande de faire partie de la construction de France 24. France 24. Ça, c'est un vrai projet politique de Chirac. C'est la chaîne, on appelait ça la chaîne Chirac, parce qu'au lendemain de la crise irakienne, en plein cœur de la crise irakienne, vous aviez ce fameux discours de Dominique de Villepin qui ne veut pas s'engager, ou la France. Qui dit cette phrase, et là aussi, on est en 2003, aujourd'hui on est en 2020, mais la position de la France en 2003, c'est la menace n'est pas en Irak, mais la menace est en Iran. Tout le monde fait abstraction de la deuxième partie du discours, et tout le monde est resté, la menace n'est pas en Irak. Mais il dit bien en 2003, la menace est en Iran. Et en Iran en 2003, comme je vous l'ai dit, c'est Rouhani qui est l'homme qui construit le nucléaire. Et Chirac, à ce moment-là, est très déçu parce qu'il y a une standing ovation dans la salle du Conseil de sécurité, ce qui est totalement interdit par le protocole des Nations Unies. Et aucune chaîne internationale ne le montre, parce que la majorité des chaînes internationales appartiennent aux gouvernements. Donc CNN et Fox, de toute façon, ils sont pro-américains, il n'y avait pas de raison qu'ils le montrent. BBC, c'était Tony Blair, donc qui soutenait les Américains. Deutsche Welle, c'était Angela Merkel, elle soutenait les Américains. Donc Chirac dit, si j'avais mon propre CNN, j'aurais pu montrer aux opinions publiques que, d'où la création, l'accélération de France 24, parce que chaîne d'info internationale française, c'est à mon avis une quinzaine de rapports parlementaires en France depuis des années. D'accord. Et là, ils accélèrent le processus. Ils voulaient un diplomate pour être aux côtés d'un chef d'entreprise et développer ce qu'on appelle le French Soft Power, qui était ma mission. Arrive Sarkozy. Sarkozy dit, moi, j'en veux plus de la chaîne Chirac. On lui explique que c'est peut-être un peu compliqué d'enlever France 24 et que, au contraire, c'est un outil qu'il a en plus. Donc il dit, je veux faire plus grand que Jacques Chirac. Il crée l'audiovisuel extérieur de la France, qui est une holding. Et là, on me demande d'être le patron de la stratégie pour mettre en œuvre à la fois les synergies entre tous les médias de l'audiovisuel extérieur français, Radio France Internationale, la partie française de TV5 Monde, la radio arabophone Monte Carlo Doualiya et France 24. Et en même temps, de développer une partie du soft power français, d'où la demande à l'époque de Xavier Bertrand, qui est patron de l'UMP, de réaliser un rapport sur l'influence de la France dans le monde. Oui, l'influence de la France dans le monde. Donc ça, voilà, c'est quelques années que vous passez France 24, AEF. Et nous voilà donc au début, 2013, début de l'aventure I24 News. Donc j'imagine que ça a commencé un petit peu avant. Pas beaucoup avant, ça a commencé, en fait, je suis contacté en octobre 2012. Octobre 2012, c'est Patrick Drahi qui vous contacte? Par monsieur Patrick Drahi, que je ne connais pas. Je sais qu'il était propriétaire de quelques câbleaux opérateurs. C'était pas encore BFM à l'époque. Ah non, pas du tout. C'était Nous Numéricable, même à l'époque. Oui, Numéricable. Et je pensais qu'il m'appelait pour la diffusion de France 24 sur son câble opérateur. Donc j'arrive à un café, habillé... casual. Voilà, casual comme aujourd'hui. Et je vois quelqu'un de très casual.
très sympathique au demeurant, et je ne comprenais pas bien ce qu'il me disait. Et donc il me dit, voilà, il est temps de faire quelque chose pour ton pays. Alors là, je le regarde, je dis, ça fait 10 ans que je travaille pour le gouvernement français, c'est pour ça que vous êtes riche et que moi je ne le suis pas. Je vois pas ce que je pourrais faire plus. Et il m'a dit, écoute, voilà, j'en ai marre de voir la façon dont est traité Israël dans les médias internationaux et particulièrement français. Je ne reconnais pas la diversité sur ces médias que je retrouve en me baladant dans les rues israéliennes. J'étais l'autre jour à la plage, il y a eu une alerte roquette, je suis rentré chez moi, il n'y a pas une chaîne qui en a parlé. Par contre, ils ont tous parlé des représailles à Gaza sans dire qu'on avait reçu des roquettes juste avant. Ce que tu as fait à France 24, c'est vachement bien. Viens le faire avec moi en Israël. Alors, c'est dû à quoi, ça, en fait, ce traitement de l'info, puisque vous étiez à France 24 aussi, c'est ce traitement de l'info qui est toujours que d'un côté et pas de l'autre? Je pense qu'il y a du partisanisme, il y a beaucoup de fainéantise, et c'est la génération du copier-coller. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc les aujourd'hui, dépêches AFP. et ça fait un peu partie aujourd'hui de la mission d'i24 News, et c'est là où on commence à réussir. Quand il se passait quelque chose au Moyen-Orient, c'était quoi le réflexe des journalistes? C'est de prendre la télécommande et de regarder Al Jazeera. Même nous, on le faisait. Même si on ne comprend pas. On voulait voir les images. Un événement comme Soleimani qui est arrivé ce week-end, les gens, avant, ils allaient voir Al Jazeera. Maintenant, ils ont i24 News. Quand vous regardiez vendredi la couverture sur i24 News de cette liquidation, on était en édition spéciale toute la journée. Il n'y a pas une chaîne israélienne qui était en édition spéciale toute la journée. Les autres chaînes internationales en ont parlé un petit peu. Fox News en a parlé, mais pas comme nous, parce que nous, on est au cœur du truc. Et comme on a une chaîne arabe, comme on a une chaîne américaine, comme on a une chaîne française, donc on est capable de donner depuis ici l'épicentre des crises, on est capable de donner au monde entier ce qui se passe dans une autre vision. Une vision globale. Et donc, c'est dû à ça. Et les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du copier-coller de ce qu'ils lisent sur une dépêche ou sur un média. Et voilà, c'est tout. Mais maintenant, ils ont une alternative. Et donc, c'est ça que voulait Patrick Drahi, c'était offrir un média de la diversité qui permette de dire, OK, c'est pas si gris, c'est pas si noir, c'est pas si blanc. C'est peut-être il y a une zone... Donc, il me propose ça en octobre. Il était un peu inquiet de savoir, parce qu'il savait que j'étais marié et que j'avais 2 petites filles, si ma femme allait me pousser à le faire. Parce que ça impliquait... Voilà. Je me suis bien gardé de lui dire que mes beaux-parents habitaient Tel Aviv, donc ça m'a pris 30 secondes pour convaincre ma femme. Mais est-ce que ça vous a pris 30 secondes pour décider que oui? Non. Ça m'a pris 2 semaines. D'accord. Il vous avait donné une deadline ou pour lui donner une réponse? Oui. Mais de toute façon, moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si on va pour des projets, on y va vite. Alors, c'est vrai que mon ADN de diplomate m'a aidé, parce qu'on aime bien bouger. Mais pour être très honnête, j'ai compris à ce moment-là, parce qu'on est en octobre 2012, que ça allait être compliqué, la France. Surtout quand on a vécu 10 ans au gouvernement. En 2005, on parlait de Jacques Chirac tout à l'heure, et il disait « le verre est dans la pomme ». On était en 2005, donc imaginez 15 ans après. C'est la taille du verre. La pomme est dans le verre. C'est le drapeau qui est ouvert maintenant, comme celui de l'Iran et les autres régions de côté. Donc j'ai dit oui, j'ai dit pourquoi pas, pour 2 ans. Et puis je suis arrivé le 31 décembre 2012. Ce qui fait que je n'ai pas eu le droit à ma Théoudat Zéhoud parce qu'il y avait eu un bug à l'aéroport à cause du changement d'année. Et on a trouvé le hangar de Jaffa en janvier. Il y a eu un appel d'offres. L'appel d'offres a été gagné à la mi-février. On a eu les clés le 1er mars. On a commencé à construire le 15 mars. Et le 17 juillet, on a lancé les 3 chaînes dans 2000 mètres carrés. Exceptionnellement rapide pour une création de chaîne. Et on a commencé, on était 150. Aujourd'hui, on est plus de 300 dans le monde entier. 300 journalistes, mais vous êtes... Non, c'est plus une- de 300 correspondants, c'est ça? Avec des correspondants qui sont pigistes, c'est-à-dire on n'a pas de correspondants permanents à part D'accord. à Paris, à New York, Washington, Los Angeles.
Le reste, on a des correspondants qu'on est prêt à contacter à n'importe quel moment en fonction de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on a une version américaine, on a une version arabe qui marche très très bien. On a une version française qui est en progression. Et croyez-moi, dans le contexte européen aujourd'hui, c'est pas évident. Mais ça se passe parce que la crédibilité de la chaîne fait qu'aujourd'hui, on la voit différemment. Ça fait 7 ans que ça dure presque. 7 ans que ça dure, oui. Où est-ce que c'est vu, surtout dans le monde arabe, la partie arabe? Alors, on est sur les principaux satellites, Arabsat et Nilsat. Il est très difficile pour moi d'avoir des informations en termes d'audience. Donc, ceux qui me donnent l'audience, c'est l'autorité palestinienne. Puisque l'autorité palestinienne est en mesure d'avoir les audiences qui viennent des satellites arabes. Et comme tous les soirs sur la chaîne arabe, on a un débat entre un Palestinien et un Israélien. Donc, les Palestiniens qui viennent, ils ont pris goût. Et donc maintenant, ils m'amènent les chiffres. Et donc, je peux vous dire que les derniers chiffres que j'ai eus datent il y a un mois. Et que sur ces 6 derniers mois, il y a eu une augmentation de 65% de l'audience dans le monde arabe. Et qu'à peu près 10% de la population palestinienne en Cisjordanie, hors Gaza, regarde tous les jours i24 News. Tous les jours. Près de 5% de l'Arabie Saoudite, 3% en Jordanie, 3% au Liban, au Bahreïn, 11% du Qatar. Donc ça fait vraiment partie du zapping. C'est encore loin d'Al Jazeera, mais c'est la vraie alternative à Al Jazeera dans le monde arabe. Donc c'est une alternative de l'offre. Et là, je peux vous dire que ce week-end, avec ce qui s'est passé, les éditions spéciales de la chaîne arabe ont permis d'avoir des Saoudiens, des Qataris, des Émiratis, des Égyptiens, des Libanais, des Palestiniens réagir en direct sur notre antenne, et bien sûr des Israéliens, à ce qui s'est passé en Irak ce week-end. Alors, là, ce que vous venez de dire, il y a 2 choses qui m'ont interpellée et qui m'ont comme ça, dans ce que vous venez de dire, c'est, alors, vous avez la chaîne arabe, en arabe, la française, en français, l'américaine, en anglais, enfin, en tout cas, vous diffusez aussi en Israël en anglais, mais l'hébreu, c'est une contrainte, c'est un choix? Non, c'est pas du tout un choix, c'est une volonté. D'ailleurs, je souhaite on me demande toujours quelle sera la prochaine langue. Alors je dis, bon, d'abord, je veux réussir dans les 3 langues, on va arrêter de se disperser. Mais le jour où j'ai l'opportunité de le faire en hébreu, je le fais. Sauf qu'aujourd'hui, la régulation israélienne ne le permet pas. Ah, donc c'est une contrainte israélienne. Vous aurez noté qu'il m'a fallu 5 ans pour obtenir l'autorisation de diffuser en sur Israël, Hot, ce qui a été fait l'année dernière. Parce qu'il fallait changer la loi à la Knesset. Donc maintenant, il faut rechanger la loi. Alors attendez, c'était quoi? Parce qu'il y a des chaînes qui diffusent en russe, il y a des chaînes qui diffusent sur le câble israélien. Il y avait 2 problèmes. Il y a un problème d'antitrust, puisque Patrick Drahi est propriétaire de Hot. D'accord. Et donc, on ne peut pas être propriétaire de Hot et diffuseur. On peut être diffuseur, mais pas dans les news. D'accord. Protectionnisme d'influence. Et deuxièmement, le deuxième problème qu'il y avait, c'est que les chaînes Tout Info n'existent pas en Israël. Il n'y en a pas. Vous avez le droit à 4 heures, sauf Breaking News, sur les chaînes. Vous avez Arutz Sesrim, la Reshet, Keshet, ce qu'ils ont dû faire. C'est vrai qu'ils n'ont pas de chaîne info. C'est vrai qu'ils n'ont pas de chaîne info. Donc Maintenant, vous il faut une loi. Donc j'espère qu'un jour, i24 News deviendra la première chaîne Tout Info en hébreu en Israël. D'abord, dans le groupe, il y a un savoir-faire. Vous avez BFM qui fait partie du même groupe. À New York, on a News 12 qui est la première chaîne de news hyper locale. On a i24 News comme chaîne internationale. Donc, compte tenu du nombre de journalistes que j'ai à Tel Aviv, dont on sait qu'ils sont bilingues et parlent couramment l'hébreu, je suis en mesure de lancer en hébreu très rapidement. Bon, alors, on vous le souhaite. C'est donc les projets d'i24 News. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on voit le marché israélien voit i24 News à la fois comme quelque chose de génial parce que ça ouvre au monde, mais en même temps une menace parce que s'ils rentrent sur le marché israélien, ils seront capables de... Donc ça crée quelques... Il y a un antagonisme parce que ils ont toujours peur de ce qui vient de dehors. Parce que ça vient de dehors en vérité. Alors, il y a une deuxième chose, moi, qui vient quand même, et je pense que ça sera le dernier thème qu'on abordera peut-être pour accueillir Eden Olan après. Un mot que vous avez utilisé qui m'a interpellée et qui m'a fait penser peut-être à la ligne éditoriale d'i24 News, puisque c'est quelque chose aussi qu'on peut entendre ici et là, lire ici et là. Vous avez dit Cisjordanie. Alors, il y a toute une rhétorique, tout un vocabulaire, un choix aussi, une volonté peut-être, effectivement d'être neutre. Moi, quand j'entends Cisjordanie, ça me
Je lui dis, mais pourquoi on ne dit pas Judée-Samarie? Donc ça, c'est i24 News. Quand j'écoute, j'entends le plus souvent Cisjordanie que Judée-Samarie. Et du coup, quid de toutes ces remarques, de toutes ces accusations de chaînes de traitement de l'info, pas toujours comme on voudrait ici, à fond pro-israélienne. Vous savez, parfois j'ai le sentiment d'être comme le sélectionneur de l'équipe de France à la veille du mondial. Parce que chaque téléspectateur a son idée sur la façon dont il faut composer l'équipe. Ce qui est génial, ça veut dire que c'est une des réussites d'i24 News, les gens se l'approprient. Maintenant, il y a une réalité. La réalité, elle est très simple. Pour qui on fait cette chaîne? Ce n'est pas une chaîne communautaire. Ce n'est pas une chaîne qui a vocation à convaincre les convaincus. Moi, ça ne m'aurait pas intéressé de partir de France, au-delà du fait de faire son alia en Israël pour des raisons sionistes, mais pour venir lancer une chaîne d'information internationale pour convaincre les convaincus. Aucun intérêt. Donc, cette chaîne, elle est là pour convaincre ceux qui regardent BBC, France 24, Al Jazeera, CNN. Et vous savez, on parle maintenant Fauda, c'est un truc qui est devenu dans le langage commun. Ceux qui ont créé, d'ailleurs, Fauda étaient des analystes sur i24 News au début de la chaîne. Je pense à Avi Sakharov. Mais on essaye un petit peu d'être les Mistaravim de l'info. On doit ressembler à la BBC. On doit rentrer dans le foyer du téléspectateur et le kidnapper. Alors justement. Maintenant, il y a des codes. La volonté éditoriale de cette chaîne est d'être équilibrée. Aujourd'hui, il n'y a pas de médias non partisans sur les questions proche-orientales, à l'exception d'i24 News. Toutes les chaînes ont un angle qui est partisan. Soit vous êtes une chaîne israélienne, donc vous allez défendre le point de vue israélien, soit vous êtes une chaîne non israélienne, et pour sûr, vous n'allez pas défendre du tout le point de vue israélien. Ça me rappelle l'expression qui dit tout ce qui n'est pas juif est antisémite. Ça fait bizarre ce que vous dites. Pas du tout. Je dis simplement qu'aujourd'hui, dans le traitement de l'actualité moyen-orientale, il n'y a aucune chaîne qui se positionne au niveau de l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? Moi, je ne demande pas à mes journalistes de dire ce qu'ils pensent. Ça ne m'intéresse pas ce qu'ils pensent. Vous aurez noté que l'architecture des tables d'i24 News est une table ronde. C'est moins tendance, parce qu'aujourd'hui, la tendance dans les chaînes de news, c'est les tables triangulaires ou rectangulaires ou carrées. Moi, j'ai gardé l'esprit de la table ronde pour la simple et bonne raison que la mission d'i24 News, c'est de mettre autour de la table toutes les sensibilités. Et je dis aux journalistes, si vous n'avez pas toutes les sensibilités sur un sujet autour de la table, vous avez échoué. Ce n'est pas votre mission. Et à partir de là, je comprends. Alors, pour la droite, on est de gauche, et pour Haaretz, on est d'extrême droite. Donc, à partir de là, ça veut dire quelque part, on fait notre boulot. Maintenant, si tout problème était que sémantique, il y a longtemps que le conflit aurait été réglé. Un terroriste est un terroriste sur i24. La Cisjordanie, c'est un terme qui parle. La Judée-Samarie, c'est un terme qui parle à une seule partie du public. Maintenant, si vous écoutez bien i24 News, vous verrez que chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et vous avez des gens qui disent Judée-Samarie, des journalistes même qui disent Judée-Samarie, et vous avez des invités et des journalistes qui disent Cisjordanie. Et c'est ça la force de cette chaîne. Et c'est de permettre aux téléspectateurs de se faire sa propre opinion. Et vous savez, un des meilleurs compliments qu'on reçoit sur i24 News, c'est quand je vois des gens qui nous disent « cette chaîne, elle nous sert ». Elle nous sert pourquoi? Parce que quand je vais au bureau, parfois j'ai des collègues non juifs qui me disent « tu sais, je regarde cette chaîne israélienne i24 News, c'est génial ». Et quand un jour je suis allé à Washington présenter la chaîne à EPAC, vous savez ce que c'est EPAC? Cette grande organisation. Le lobby juif. Et donc je suis arrivé avec mon PowerPoint, comme un bon élève, mon cartable, voilà, on fait ça. Et les mecs, ils m'ont arrêté au bout de 2 minutes, ils m'ont dit « mais tu fais quoi ?» Je dis « je vous présente i24 News ». Mais on sait ce que c'est i24 News. Et on n'était pas diffusé aux États-Unis à l'époque. On sait ce que c'est i24 News. On utilise votre chaîne pour convaincre les congressmen et pour leur donner des exemples concrets de coexistence
parce que c'est ça qui compte. Et cette chaîne, c'est quoi? C'est une chaîne de la coexistence. Quand vous la visitez, on parle de 3 chaînes, français, anglais, arabe. C'est ce qui se passe à France 24, c'est le plus gros échec de France 24. Quand vous allez à France 24, vous avez les Anglais et les Français ensemble et les Arabes dans un coin. Quand vous allez à la BBC, vous avez un grand building, chaque étage est une langue. Quand vous allez à Al Jazeera, la chaîne arabe est sur un campus et la chaîne anglaise, elle est à l'autre bout du campus. Quand vous allez aux États-Unis, Voice of America est à Washington et la version arabe, Al-Khoura, est en Virginie. À I24 News, vous avez les Français, les Anglais, les Arabes ensemble dans ce qu'on appelle le pays de l'apartheid. C'est ça la meilleure réponse. Et quand on reçoit des ministres étrangers et qu'ils voient cette coexistence, qu'ils sentent que dans cette chaîne, juifs, chrétiens, arabes, non seulement travaillent ensemble, mais coproduisent ensemble. Et on n'a pas le choix, on n'est que 300, je vous le disais, à France 24, on était 1600. Oui. Quand ils le font ensemble, quand on célèbre ensemble, quand on partage notre nourriture ensemble, c'est déjà mettre une pierre à l'édifice. Et c'est ça qui parle au monde. Très bien, bravo, bravo, merci, parce que effectivement, c'est vrai, quand on regarde les plateaux d'I24, on ne peut pas dire le contraire, cette table ronde, avec toutes ces sensibilités autour de la table, c'est toujours équilibré, c'est parfait, c'est très bien. Maintenant, voilà, moi, enfin, après c'est personnel, hein. Alors après peut-être que je ne devrais pas le donner, mon avis personnel, mais c'est personnel, je vous le donne quand même, vous êtes en face de moi, j'aurais peut-être pas souvent l'occasion de vous le dire. Mais voilà, c'est vrai qu'aussi, si la sémantique, à mon avis, à force de l'entendre, les gens, enfin moi c'est mon opinion, les gens, voilà, l'intègrent. Et la Cisjordanie, c'est dans la tête des gens un territoire occupé, alors que la Judée-Samarie, c'est un territoire juif. Voilà, c'est tout, c'est ma conclusion. C'est déjà mieux le territoire occupé. Moi, toute mon enfance, j'ai entendu le mot territoire occupé. Et quand on est enfant, on ne comprend pas forcément. Je dis, mais occupé de qui, de quoi, pourquoi et ça sonne déjà un peu mieux Cisjordanie que territoire occupé. Oui, mais c'est vous dans la... disputez. Et il y a déjà un débat entre vous. Voilà. Non, mais dans la tous les deux, tête, vous êtes invités sur I24 News. Vous pouvez, autour d'une table ronde, on fera une table échanger sur ronde ce avec point. plaisir. En tout cas, moi, ce que je retiens de votre parcours, Franck Melloul, c'est que, enfant, vous vouliez, votre rêve, c'était d'être diplomate. Mais quel bonheur pour une maman, son fils qui veut être diplomate, il ne veut pas être ni soldat, ni pompier, ni pilote d'avion, il veut être diplomate. Voilà, moi c'est ce que je retiendrai. En tout cas, merci. Merci pour cet entretien, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Merci à vous. On vous garde, si vous voulez bien. Avec plaisir. On va accueillir Eden Olan pour voir un petit peu elle, son parcours, et puis pour l'écouter, surtout chanter, parce que vous allez voir, c'est un bonheur pour les oreilles. Merci. Merci.